Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être là pour ce panel dont l'objectif est de vous présenter des parcours de réussite, des histoires de succès, comme on dit en français, mais des success stories, avec un panel très relevé. Je voudrais, sans trop perdre de temps, puisqu'on a des contraintes dans ce domaine-là, vous présenter les panélistes du jour qui vont revenir sur donc, leurs expériences et essayer de partager avec nous les recettes de leur réussite, les petits secrets qui permettent de franchir des caps, de traverser des moments difficiles parfois, de relever des défis. Et je voudrais commencer par niveau d'expérience avec monsieur Franck Pasqualini, ici présent, qui est le président de John Cockerill Service International, membre du comité exécutif de John Cockerill. Monsieur Pasqualini aura beaucoup à nous dire sur son parcours qui a commencé très tôt. Il avait à peine 24 ans quand il a démarré sa carrière professionnelle en tant qu'adjoint de direction dans une société, dans une PME. Et quelques années plus tard, il crée sa propre société, Tech5i, il me dira si c'est comme ça que cela se prononce, avec seulement 5 personnes. Une société qui sera reprise quelques années plus tard par une multinationale dont il est aujourd'hui le président de l'une des plus importantes entités. La société qu'il avait créée au début avec 5 personnes, au moment d'être rachetée, en comptait des centaines, 250 ou même plus. Et il nous dira comment justement il s'y est pris dès cet âge-là, très jeune, pour impulser cette histoire extraordinaire qui est la sienne. Il nous en dira plus tout à l'heure. Alors, après monsieur Pasqualini, nous aurons un groupe de 3 architectes ici présents également. Je voudrais commencer avec madame Zinga Mboup, du Sénégal, qui est une architecte sénégalaise installée à Paris à Dakar, pardon, depuis 4 ans, qui, après avoir étudié et travaillé en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, a formé en 2017 Orofila, qui est un collectif d'architectes et d'ingénieurs spécialisés dans la construction en terre. D'ailleurs, on verra tout à l'heure une présentation, une illustration de ce projet. Elle nous dira également comment son esprit, son leadership lui a permis d'en arriver là. Elle est également dans d'autres projets en vue de promouvoir une architecture durable et en harmonie avec le climat. Elle est également à l'origine de Dakar Morphose, un travail de recherche sur le patrimoine urbain et culturel de la ville de Dakar. Et elle est cofondatrice d'Habiter Dakar, une exposition virtuelle dont elle nous parlera tout à l'heure un peu plus, qui soulève les problématiques liées au logement dans la capitale sénégalaise. Juste à côté, nous avons Amadou Doudoudem, qui est ingénieur en génie civil. Il est titulaire d'un master en urbanisme, habitat et coopération internationale, DSA, en architecture en terre, en point commun avec madame Zinga. Il est très jeune et il est diplômé de Crater en 2009. Il est cofondateur de Élémentaire, entreprise spécialisée dans la production de matériaux locaux et de construction de bâtiments en terre. Last but not the least, Edouard Cabé. Edouard Cabé est un architecte belgo-suisse. Il est basé à Barcelone et il est le fondateur et directeur d'Appareil, un bureau d'architecture expérimentale utilisant les nouvelles technologies dans la conception et la construction
afin de répondre aux diverses problématiques contemporaines. Lui aussi nous fera une présentation, de même que Amadou Dem. Et on verra comment on peut utiliser justement ces nouvelles technologies pour représenter les projets architecturaux innovants dont il est voilà, un fan et surtout voilà, un praticien routinier. Il est aussi directeur de recherche et de programme académique à l'Institut d'architecture avancée de Catalogne, de Barcelone. Il dirige entre autres le programme 3DPA qui propose des solutions architecturales de terre imprimées en 3D. Donc tous les trois, ils travaillent sur ce projet innovant d'architecture et de construction en terre. Et je pense que pour ceux qui sont habitués sur les réseaux sociaux, il y a une présence et une animation très intéressante sur ces sujets-là. Moi, personnellement, j'ai eu le temps, avant même de vous connaître, de voir des sujets très intéressants là-dessus. Alors, sans trop tarder, je vais donner peut-être la parole à M. Pasqualini pour qu'il nous dise peut-être d'abord, c'est quoi sa conception, pas au plan spéculatif, mais sa pratique, son vécu, puisque c'est l'expérience qui compte ici, du leadership. Comment le leadership lui a permis d'avoir la vision de ce qu'il est aujourd'hui et de ce qu'il fait aujourd'hui? Comment ça lui a permis aussi de relever les défis tout au long du parcours? Et ensuite, il nous dira ce qu'il fait, en quoi c'est voilà, un parcours de réussite et comment cela peut inspirer justement les participants à ce panel, notamment les jeunes étudiants ici présents. Merci. Merci. Déjà, je voudrais vous remercier. Je vous invite peut-être à continuer ici, voilà. Le temps qu'on règle. Alors déjà, je vous remercie beaucoup de reconnaître, je sais, c'est un peu humblement, parce que je ne sais pas si j'ai réussi. Mais en tout cas, je suis content d'être ici, je suis content d'être devant un panel avec beaucoup de jeunes. Et je voudrais commencer par citer un grand homme qui, lui, j'en suis convaincu, a réussi. Et il disait, je n'ai pas fait les grandes écoles, mais j'ai fait la plus importante, j'ai fait l'école de la vie. Et n'ayez pas honte d'où vous venez, n'ayez pas honte de ce que vous avez fait. Travaillez, le travail corrigera tout. Et ce grand homme nous a quittés le 10 mars de cette année, c'était Monsieur Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et je dirais que c'est une partie du discours de la réussite. Alors l'autre chose que je veux dire, j'ai malheureusement un grand défaut, le plus grand défaut pratiquement de tout le monde dans la salle, c'est que je suis devenu un peu vieux. Pas encore beaucoup, mais un petit peu vieux. Et là, vous avez tous une chance d'être jeune, d'être proche, et vous pouvez croire en vous. Et si vous croyez en vous, eh ben, la réussite viendra. En tout cas, la réussite, c'est être heureux, être épanoui dans son travail, je dirais. Et ça, vous avez devant vous, avec un continent africain où il y aura beaucoup d'opportunités. Alors, qui je suis, comme on l'a expliqué brièvement, j'ai démarré à 24 ans un peu par hasard, un peu poussé à être manager. Et puis, en fin de compte, j'ai été pris dans la spirale et je grossissais de 30 à 40% en termes d'effectifs et en termes de chiffre d'affaires chaque année. Donc, mes organisations étaient obligées de changer. L'organisation, j'étais en même temps obligé d'étudier, de reprendre certaines bases, des bases de comptabilité, des bases de fiscales, des bases de ressources humaines. Mais en tout cas, en utilisant le bon sens, et vous en avez tous, on arrive à faire et on sait s'entourer de gens qui ont les compétences que l'on n'a pas acquis ou que l'on n'a pas ou dans lesquelles nous n'aurons jamais, puisque le rôle de manager, ce n'est pas d'être le plus compétent, c'est d'être le plus leader et d'être celui qui peut incarner la suite et entraîner les gens. Voilà. Et je crois que ça, c'est aussi un secret, c'est faire confiance aux gens avec qui vous travaillez, c'est aider ces gens à progresser et surtout leur offrir la place qu'ils méritent. Parce que c'est comme ça qu'on les garde. Et je dirais que dernièrement, j'ai fait passer une batterie de jeunes de 40 ans, alors c'est un peu plus vieux que vous, mais des gens de 40 ans qui avaient 20 ans d'ancienneté dans mon groupe. Et ces gens-là sont devenus managers et ils n'ont pas tous les diplômes. Alors c'est sûr que je ne vais pas dénigrer les diplômes
je dirais, un accélérateur de réussite. C'est réellement un accélérateur de réussite. Mais si vous n'avez que les diplômes et que vous n'avez pas la grinta, comme on dit en football, malheureusement, vous stagnerez. Voilà. Donc, le groupe que je représente et que j'ai vendu mon groupe, je suis rentré dans un groupe où j'ai continué à avoir une success story, puisque ce groupe qui est un groupe belge, un groupe wallon, lorsque je suis rentré dans le groupe avec Bernard Serin, qui est aussi un entrepreneur né, ce groupe faisait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et il avait perdu de l'argent les 17 dernières années. Donc en 2002, il n'avait perdu de l'argent depuis 1900, il y a des problèmes de mathématiques, depuis 1985, sa création, il était tout le temps en déficit, ce qui était une bonne chose, c'est que nous avions un déficit fiscal important et ça nous a permis de générer du bénéfice puisque nous n'avons jamais perdu d'argent depuis 2002 et grâce à ce déficit fiscal progresser. Le groupe maintenant c'est 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est 6 000 personnes à travers le monde et je dirais le département que je gère, l'entité que je gère, c'était à l'époque 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, maintenant c'est 500 millions, c'est à peu près 3 500 personnes. Nous étions présents uniquement en France et en Belgique, maintenant nous sommes présents je dirais sur tous les continents. Nous allons de la Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas si vous connaissez la Nouvelle-Calédonie, mais c'est une toute petite île au large de l'Australie, et on repart jusqu'au Chili, en passant bien sûr par le Brésil, où nous avons créé un contingent maintenant de 500 personnes, et des gens formidables. Et nous sommes un groupe multiculturel, nous sommes bien sûr présents en Afrique, nous sommes présents en Côte d'Ivoire, nous sommes présents au Bénin, nous sommes présents au Sénégal, nous sommes présents au Congo, nous sommes présents au Maroc, et nous sommes présents en Algérie. Donc c'est un groupe ouvert, c'est un groupe multiculturel, et c'est un groupe qui a besoin de se ressourcer. Et l'Afrique est typiquement l'endroit où nous trouvons la jeunesse, le brain, des gens qui ont envie de réussir et des gens qui savent réussir avec peu de choses. Et ça, c'est quand même assez fantastique. Donc la chose que je pourrais vous dire pour conclure, c'est qu'on dit souvent on réussit avec de la chance. Je crois que c'est vrai. Mais pour moi, la définition de la chance, c'est être capable de saisir des opportunités. Et l'autre chose, c'est avoir la volonté de réussir. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Merci, M. Pasqualini. Restez encore une seconde avec nous. M. Pasqualini va devoir nous quitter tout à l'heure puisqu'il a une contrainte de temps. Je pense qu'il doit partir à une certaine heure. Mais je voudrais quand même qu'on profite le maximum de sa présence. Donc je vais faire un peu entorse au protocole et au déroulé. Peut-être donner l'occasion à une ou deux personnes de lui poser une ou deux questions avant qu'il ne parte. Mais avant cela, je voudrais signaler l'arrivée à l'instant de M. Youssou N'Dour, qui est le président du conseil d'administration du groupe GFM, cofondateur d'Africa Innovation, qui organise effectivement ce forum de Dakar, ancien ministre bien naturellement et artiste mondialement reconnu. Nous le saluons et nous lui souhaitons la bienvenue. Je voudrais également signaler l'arrivée de Madame Fatou Ndoye, l'une de nos panélistes, qui est mathématicienne de formation et élève ingénieur spécialisée dans la sécurité informatique et la cryptographie, qualifiée en développement web mobile, une formation qui lui a été offerte par l'Office national de la formation professionnelle, l'ONFP. Elle est entrepreneure dans le domaine du numérique et directrice de la start-up Nexi SARL, une start-up de services technologiques axée sur l'innovation et ayant pour but de proposer ses services au monde de l'agriculture et du commerce des PME. Voilà, bienvenue à vous également. Peut-être une question, j'ai vu une main se lever ici pour M. Pasqualini avant qu'il ne parte. Est-ce qu'on peut lui donner le micro, s'il vous plaît? Non, mais ce micro-là. Je vais le faire. Alors, réponse rapide, courte, et voilà. Question courte, pardon, et rapide. D'accord. Bonjour, je suis Andy Samuel Guebo, aspirant juriste d'affaires à l'Université Academia de Dakar. Ma question était sur le leadership, son côté subjectif en fait. Moi je me demande, à part l'aspect
crois en tes rêves, n'abandonne pas. Techniquement, qu'est-ce que le leadership pourrait m'apporter à moi qui est plus pragmatique? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question concise. On va prendre une dernière question s'il y en a. Ah, je vois une main se lever là. Bonjour monsieur, bonjour la salle. Je suis Ndong Aseko Crépin, étudiant en Master 2 à l'Université Académie à Dakar, École de droit et des sciences politiques. Je vous remercie pour votre brillant exposé. Ma question est de savoir, est-ce que vous et votre groupe, vous formez des étudiants? Est-ce que vous formez des jeunes en fait? Si c'est le cas, où est-ce qu'on peut vous contacter et comment le faire? Merci. On va donner le micro exceptionnellement à madame pour faire genre, comme on dit. Oui, bonjour, Karine Assine, HR Manager chez Africa Outsourcing. La question est de savoir en fait quelle est votre plus grande réussite et quelles sont vos sources d'inspiration, vos modèles. Merci pour ces 3 questions. On va donner l'opportunité à M. Pasqualini d'apporter des réponses à ces questions. Merci. Alors, je vais répondre d'abord à monsieur. Bien sûr que nous formons, et d'ailleurs, j'encourage tous les managers qui travaillent avec moi d'embaucher des apprentis, de faire de l'alternance. Donc, Alikan Kassam, qui est dans la salle, peut prendre le relais. Donc, pour contacter le groupe, c'est johncockerill@.com. On vous donnera l'adresse. La question sur le leadership, c'est très compliqué de répondre comment on peut être un leader. Premièrement, il y a différents types de leaders, et je vous ai cité quelqu'un qui était en exemple, Ahmed Bakayoko, qui savait entraîner, qui savait faire. Vous avez Youssou N'Dour qui a un leadership aussi important. Je crois que le leadership, c'est se sentir bien et avoir envie de transmettre aux autres quelque chose. Je crois que ça, c'est aussi important. Et pour ça, il faut malheureusement dépenser du temps, dépenser des moyens, faire des rencontres, se former, puisque bien sûr, on n'est pas le meilleur en tout, loin s'en faut. Et puis, rester naturel. Et puis, je dirais aussi, peut-être rester humble, parce qu'il y a toujours mieux, il y a toujours des choses qui sont mieux faites. Voilà. Puis la dernière question de madame, qu'est-ce que je suis le plus fier de réussir? C'est peut-être de me dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont entraînés et des jeunes qui peuvent réussir grâce au fait que je crois à la jeunesse et grâce au fait que j'ai toujours poussé, puisque bien sûr, comme vous l'avez vu, j'ai démarré à 24 ans. Donc quand on démarre à 24 ans, on n'est pas sérieux pour certaines institutions, on n'est pas sérieux pour les banquiers, on n'est pas sérieux pour certains clients. Donc on est obligé d'être meilleur, d'être plus entreprenant, d'être plus opiniâtre, plus accrocheur, parce que sinon ça ne marche pas. Et ce que je me rends sérieux, c'est que moi maintenant, j'ai pas envie de me dire il a 56 ans, donc maintenant il peut être patron, mais pas parce qu'il a 40 ans ou pas parce qu'il a 30 ans. C'est quand je vois des fournisseurs, c'est ne pas regarder l'âge, et puis c'est aussi de choisir des gens qui ont envie. Envie, c'est mieux qu'à la rigueur être mieux en prix, être plus certain, aller contre les services achats quand on est dans des groupes. Vous savez, les services achats maintenant, c'est eux qui ont tout le pouvoir, c'est pouvoir être contre. C'est avoir cette expérience qui est une expérience atypique et qui permet d'aborder les choses d'une manière pas stéréotype. Vous savez que nous sommes au monde de la finance, tous les grands managers viennent souvent de la finance, et je crois que je suis un peu en dehors. C'est pour ça que je suis pour les minorités, je suis pour les femmes, je suis pour ces choses-là. Et j'aimerais un jour qu'on ait, dans les conseils d'administration, une obligation de quotas. On entend beaucoup dans les conseils d'administration des quotas de femmes, c'est très bien, mais il faudrait des quotas de non-diplômés, il faudrait des quotas de gens de la base. Je répète, quand vous écoutez ce qu'a dit Ahmed Bakayoko, c'est la plus grande école, c'est l'école de la vie. Ce n'est pas les écoles. Les écoles, c'est un accélérateur. L'école de la vie, d'où on vient, comment on le fait, c'est ça qui permet de réussir. Voilà, c'est peut-être ce que je suis plus fier. Merci. Merci beaucoup, M. Pasqualini. Je retiens de cette discussion assez courte qu'il est plus difficile de dire ce que n'est pas le leadership que de dire ce qu'est le leadership.
Le leadership, comme il l'a dit, ce n'est pas forcément les diplômes. Le leadership, ce n'est pas forcément d'aller à l'école. Le leadership, ce n'est pas forcément d'être un manager. On a vu des gens qui ne sont pas forcément à des postes de très haute responsabilité, qui ne sont pas forcément les plus diplômés, qui ne sont pas forcément les plus préparés à ça, et être des leaders magnifiques, c'est-à-dire donner envie aux autres, les pousser au-delà de leurs limites et les pousser à les suivre dans leur vision et dans leur recherche de résultats. Et la meilleure école en la matière, c'est l'école de la vie. Évidemment, on ne peut pas opposer le manager du leader, parce qu'on ne peut pas être un très bon manager si on n'est pas leader dans un certain sens. Et on ne peut pas être leader ex nihilo sans avoir des capacités, comme il l'a dit. Il faut évidemment des compétences avant d'être un leader, mais ça ne suffit pas. Il faut d'autres traits de caractère, d'autres qualités, d'autres compétences, notamment sociales, des soft skills qui nous permettent de donner envie aux autres justement de nous suivre. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot là-dessus. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Très bien, parfait. Parfait, merci beaucoup. Merci.